Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2. Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation. Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique. Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire. Parole de l'ombre 2. En librairie pour 34,80 € seulement. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours en direct et en public, place de la Réunion à Mulhouse. Et c'est l'heure effectivement de retrouver Franck Ferrand qui est arrivé très tôt ce matin. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Oui, j'étais là tôt et je dois te dire que j'ai bien fait, car ça m'a permis de visiter dans la matinée un endroit fabuleux. Ça tient à la fois de la caverne d'Ali Baba et du trésor de Golconde. Nous nous sommes promenés, nous avons rêvé à travers la plus belle collection au monde d'automobiles anciennes. Alors vous parlez de la Cité de l'Automobile qui présente la célèbre collection Schlumpf. Eh oui, incomparable collection, Julia. Qu'il s'agisse des toutes premières automobiles, vous savez, on dirait des landaux à moteur, Oui. un peu, ou bien des voitures de course, bien sûr, de limousines de prestige, une collection unique notamment pour ce qui est des Rolls et des Bugatti. Les Bugatti qui vous ont inspiré, je crois. Oui, vous savez, Bugatti, c'est un univers à part entière, un univers dans lequel je vous propose de m'accompagner. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le sorcier de Molsheim, ainsi a-t-on surnommé l'un des plus fascinants industriels d'une région qui en compte pourtant de fameux, je parle de l'Alsace. Le sorcier de Molsheim, autant dire Ettore Bugatti. Je souligne son prénom car il n'est ni le premier ni le dernier styliste de la famille. Son père, qui était notamment architecte, concevait des meubles d'avant-garde, des meubles en bois précieux dont les formes circulaires ne sont pas sans évoquer parfois des roues et même comme de grands pneus. C'est assez étrange, c'est prémonitoire. Son fils, le fils d'Ettore, Jean, dessinera, nous allons le voir, quelques-unes des carrosseries les plus inspirées de toute l'histoire de l'automobile. Et puis, il y a aussi un frère, le délicat Rembrandt, sculpteur animalier de génie que les collectionneurs de bronze connaissent bien. Mais revenons à Ettore, qui est né à Milan en 1881. Il a commencé chez un fabricant de tricycles. Ça, c'est le genre de détail qui ne s'invente pas. Il a 20 ans quand un prototype d'automobile de sa conception remporte un grand prix à Milan et le fait connaître à l'étranger jusqu'en Allemagne. Le baron de Dietrich lui propose un poste d'ingénieur de fabrication. À cette époque, en Italie aussi, la majorité est à 21 ans, ce qui fait que Ettore, qui n'a que 20 ans, doit demander la signature de son père pour son contrat d'embauche. Ettore Bugatti s'installe donc chez de Dietrich à Niederborn, donc ici en Alsace, une Alsace qui évidemment à l'époque fait partie de l'Empire allemand. Il passera ensuite par Strasbourg, puis Cologne où il devient chef de fabrication à la Gas Motor Deutz. Entre-temps, il s'est marié, il a fondé une famille, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors c'est là, à Cologne, qu'il met au point un prototype incroyable. À l'époque, on est en 1908 là. À l'époque, les automobiles ont tendance à être de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes. Eh bien, lui, il fabrique un tout petit pur sang à moteur, c'est le nom qu'il lui donne. Ça fait 300 kilos, cette coque de noix. Les Deutz, à l'époque, dépassent largement la tonne. C'est une toute petite cylindrée d'1,1 litre contre 7-8 litres en général, avec une caisse minuscule qui ne ménage que 2 places et donne le sentiment, quand vous avez un pilote au volant, que le pilote en question est une sorte de géant. Les ouvriers de l'usine de Cologne vont vite surnommer cet engin la baignoire. Il n'empêche, la baignoire dépasse allègrement les 80 km/h. Vous imaginez une baignoire qui roule à... Oui, à cette vitesse-là, oui, j'imagine. Ouais. Ettore Bugatti n'a dès lors qu'une ambition, voler de ses propres ailes. Et c'est ainsi qu'en 1910, après avoir surmonté toutes sortes de difficultés dont je vous fais grâce, il s'installe en Alsace, à Molsheim, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Il s'installe dans une teinturerie désaffectée, ou plutôt réaffectée à la construction automobile. La première voiture à sortir des ateliers Bugatti, c'était il y a 100 ans tout juste. Ça tombe pas mal, cette histoire. La première voiture à sortir de Molsheim, c'est un dérivé du fameux prototype de Cologne, le pur sang baignoire, si je puis dire. On l'appellera bientôt la bébé Peugeot, puisque les droits de fabrication sont acquis par la firme de Sochaux.
De retour en Italie pendant la Grande Guerre, parce qu'évidemment, vous savez que c'est un bouleversement majeur pour toute l'industrie. Ettore Bugatti rentre à Milan, mais il revient à Paris dès la fin de la guerre. Pourquoi dis-je à Paris ? Eh bien parce qu'en 1918, l'Alsace est redevenue française. Bugatti peut se réinstaller à Molsheim, mais dans une usine en ruine et dont le matériel a été entièrement dispersé. Alors il faut tout réinstaller grâce à la vente à des firmes étrangères de licences de moteurs. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de 1920-21, c'est la grande époque de Bugatti qui commence. Grâce à une cascade de révolutions technologiques, l'échappement prioritaire sur l'admission, les freins hydrauliques, les roues en alliage de plus en plus légers, etc. Bugatti va s'imposer, et d'autant plus que les lignes de ses carrosseries sont souvent futuristes. Les années 20... Les années folles se laissent griser par la vitesse. Les ateliers de Molsheim, vous imaginez des grands ateliers très lumineux, réputés pour leur extrême propreté. Il n'y a pas de copeaux d'acier par terre, tout est toujours balayé, briqué en permanence, sous ce regard d'aigle qui est celui du patron, comme on l'appelle, le patron qui impose le travail en gants pour éviter toute trace sur le métal. Les ateliers de Bugatti se veulent des ateliers modèles, comme la maison d'Ettore est une maison modèle et comme sa famille est une famille modèle. Sa femme, Barbara, est une ancienne cantatrice à la Scala de Milan. Elle élève ses 4 enfants, 2 filles. Alors d'abord le Jean, l'aîné, dont nous allons reparler, et puis 2 filles, Lydia et Lébé comme Ettore Bugatti, et puis le petit dernier, Roland, en hommage à Roland Garros. Le patron se veut un véritable patriarche. On le voit venir de loin avec une espèce de chapeau melon couleur Havane, qui va bientôt devenir mythique sur les circuits automobiles du monde entier, car bientôt, évidemment, le nom d'Ettore Bugatti sera très Un extrait sur Europe 1 du Boléro de Maurice Ravel en version foxtrot. Restez avec nous, on retrouve Franck Ferrand, toujours en direct et en public de la place de la Réunion, ici à Mulhouse. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours à Mulhouse. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre en direct et en vidéo sur europe1.fr. Alors aujourd'hui, le récit de Franck nous plonge dans l'univers fascinant des Bugatti. Il fallait me le dire, j'aurais mis une cravate. Vous êtes très bien comme ça. Parmi tous les modèles dessinés par Bugatti, la plus grande réussite, ce sera sans doute en 1924. La 35, notamment la 35 Grand Prix, dont le nom a dû se révéler prophétique. En effet, en 2 ans, elle rafle quelques 2000 victoires sur les circuits de vitesse. On ne saurait imaginer mieux pour remplir des carnets de commandes. Cette 35 est donc une réussite du premier coup. D'autres modèles connaîtront un grand succès, notamment la 57 que les grands carrossiers de l'époque transformeront en puissants roadsters et en cabriolets. Le meilleur de tous ces carrossiers, c'est le propre fils d'Ettore. C'est Jean Bugatti qui a 20 ans en 1929. Jean qui, en plus d'être un grand dessinateur, est un as du volant. Il effectue lui-même la mise au point des bolides. Le 11 août 1939, Jean Bugatti est en train d'essayer un nouveau modèle, le Tank, sur la nationale toute droite entre Molsheim et Strasbourg. La route a bien sûr été fermée à la circulation. Il fait une pointe à 240 km/h quand soudain, le pilote aperçoit un cycliste qui débouche d'un chemin de terre. Jean donne un coup de volant, son bolide s'écrase contre un arbre et le fils d'Ettore Bugatti, à 30 ans, est tué sur le coup. Cette mort prématurée à quelques jours du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale va marquer, on peut le dire, la fin de la belle aventure, en tout cas pour ce qui est d'Ettore lui-même. Pendant l'occupation, l'usine est utilisée par les nazis, elle est mise sous séquestre à la Libération. Il faudra attendre 1947 pour qu'Ettore Bugatti récupère son bien, mais il n'en profitera pas. Car au cours d'un voyage à Paris, l'industriel prend froid, grippe infectieuse, embolie, il meurt à l'hôpital américain de Neuilly le 23 août 1947, 3 semaines exactement après la restitution de ses usines sur décision de la Cour d'appel de Colmar. Un
Un extrait sur Europe 1 d'un Américain à Paris de George Gershwin, évidemment. Alors, c'est tout simplement la plus extraordinaire automobile qui ait jamais existé. Il faut que je vous en dise un mot quand même. L'automobile des rois, qu'aucun roi ne posséda jamais. L'idée germait dans le cerveau d'Ettore Bugatti depuis le début, depuis 1911, construire une automobile digne de dépasser, de surpasser, de sécher sur place et Rolls-Royce et Hispano-Suiza et les autres. À la suite du championnat d'Europe 1926, l'usine de Molsheim, je vous l'ai dit, tourne à plein régime. 250 châssis Grand Prix sortent des ateliers contre 90 l'année précédente. Dès octobre 1926, la presse révèle la mise en chantier d'un châssis alors démesurément long. Il fait 4,57 m d'empattement, 1,60 m de voie, avec des roues en aluminium d'1 mètre de diamètre, chaussées de pneus énormes et un moteur sans équivalent. Un énorme 8 cylindres dérivé d'un moteur d'avion donnant 250 chevaux à 3000 tours minute, un arbre à cames d'1,30 m de long, enfin une chose incroyable. Le premier prototype est habillé d'une caisse de Packard exceptionnelle qui, au Grand Prix de San-Sébastien, éblouit littéralement le roi Alphonse XIII. Ça tombe bien, c'était le but de cette nouvelle collection, ces Royales comme les avait baptisés Bugatti. Il devait y en avoir 25 exemplaires destinés à toutes les têtes couronnées d'Europe. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Toujours en direct et en public de Mulhouse pour une plongée au cœur de l'univers des voitures de prestige. Public chaleureux et attentif de Mulhouse. Alors on était en train de faire un retour en arrière pour parler de cette voiture, sans doute la plus belle voiture de tous les temps, cette Royale, et en l'occurrence la Royale numéro 1 qu'Ettore Bugatti dès 1928 fait rhabiller en coach 2 portes qu'il dessine lui-même. C'est hyper élégant, jaune et noir. C'est cette automobile de légende qui subit un accident. Ettore Bugatti s'endort au volant sur la route de Strasbourg et il écrase, on peut dire qu'il casse en tout cas son beau jouet. Qu'à cela ne tienne, il va faire recarrosser la voiture par son fils Jean, qui à l'époque a donc 21 ans. Il l'a fait recarrosser en coupé Napoléon. Il l'équipe d'un nouveau moteur. C'est aujourd'hui cette Royale Napoléon, c'est le clou de la fabuleuse collection Schlumpf. Le problème de la Bugatti Royale, l'un des problèmes, c'est cette crise de 1929 qui rend quasiment les véhicules de très grand luxe inachetables, trop luxueuses, trop coûteuses, trop originales peut-être aussi. En 1932 tout de même, le milliardaire Armand Esders, qui est un magnat du textile, achète la Royale numéro 2. Elle est carrossée en décapotable, de nouveau sur un dessin de Jean Bugatti. Elle ne comporte pas de phare parce que son propriétaire disait qu'il ne roulait que de jour, donc il n'avait pas besoin de phare. Elle sera recarrossée en 38 pour le ministre Patenautre. Quant à la Royale numéro 3, elle est vendue à un médecin bavarois avant de quitter l'Allemagne pour Shanghai en 34, puis de passer aux États-Unis en 37. La numéro 4, elle aussi dans la collection Schlumpf aujourd'hui, a été carrossée en limousine pour le capitaine Foster, qui était un magnat anglais de l'alimentation. Les Bugatti Royale 5 et 6 sont elles aussi passées aux États-Unis après la guerre. La 5, carrossée par Keller, n'avait pas trouvé preneur au salon de Londres en 32. Il faut dire qu'elle valait 3 fois plus cher que la plus chère des Rolls-Royce, vous imaginez ? Quant à la 6, carrossée par Bugatti lui-même en coupé de voyage, elle est aujourd'hui le fleuron du musée Harrah, l'un des plus beaux du monde après celui de Mulhouse. Et puis c'est tout. Ça fait 6 exemplaires, 7 si vous comptez la première numéro 1. C'est tout ce qui a existé de cette pure folie, de ce fantasme de constructeur automobile. 6 éléphants blancs survivants qui exhibent en bouchon de radiateur un éléphant d'argent, vous savez, dressé sur ses pattes postérieures. La Bugatti Royale, on les a vues d'ailleurs toutes réunies, ça c'est inoubliable, c'était à Bagatelle en 1990, la Bugatti Royale, où l'époque où l'automobile se hissait d'autorité au rang d'œuvre d'art. Viens, je t'emmène avec moi en balade, tu laisses tout, on s'en va en balade. Ma Bugatti Sport de 1930 n'attend plus que toi. Crois-moi, tu seras contente. Paris-Deauville en 4 heures, c'est extra. Viens, je t'emmène avec Fugain moi. qui nous chante Viens, je t'emmène en balade en Bugatti sur Europe 1. Oui, en Bugatti. Alors j'aimerais vous parler quand même d'un homme fasciné par les automobiles anciennes en général, par les Bugatti en particulier, et tout spécialement par les Royales. Il faut dire que Fritz Schlumpf, comme son frère Hans, est né à Milan. Ça lui fait un beau point commun déjà avec Ettore Bugatti.
En 1906, les deux garçons perdent leur père. Ils sont donc orphelins, ils viennent s'installer avec leur mère qui était alsacienne, elle était de Mulhouse, donc ils viennent s'installer à Mulhouse, ils font de bonnes études, réussite rapide dans la finance, où leur habileté fait merveille. En 1935, les frères Schlumpf investissent leur fortune toute neuve dans le textile, et ils vont racheter dans les années qui suivent pas mal de filatures d'usines lainières tout autour de Mulhouse. C'est un véritable empire alsacien qui se crée, un empire que les frères Schlumpf étendent au domaine viticole et à l'immobilier. Je vous l'ai dit, Fritz nourrit une passion pour les Bugatti. Il se met au début des années 60 à collectionner toutes les créations disponibles du sorcier de Molsheim. Que les bolides qui ont été conçus en Alsace y reviennent, c'est peut-être finalement son vœu secret, ou en tout cas son plaisir. Il faut vous dire que dans sa jeunesse, Fritz a connu et fréquenté Ettore Bugatti. Il achète toutes les vieilles voitures de la marque disponibles sur le marché, mais il ne s'arrête pas du tout au Bugatti. Toutes les automobiles anciennes l'intéressent pourvu qu'elles soient belles et rares. En 6 ans, de 61 à 67, Fritz Schlumpf acquiert quelques 560 voitures. Ça représente quand même pas loin de 100 par an. Il les fait restaurer à neuf et par la suite, il les installe donc dans les ateliers de Molsheim pour une partie d'entre elles et il les installe. Il est en train tout simplement de constituer la plus belle collection du monde. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous sommes toujours en bonne compagnie ici, en direct à Mulhouse et en public. On vous retrouve pour la partie magazine Franck avec Richard Keller, qui est conservateur de la Cité de l'Automobile à Mulhouse, et Raymond Courreau, qui est journaliste à l'Alsace. Autant dire deux très grands spécialistes des Bugatti, des vieilles voitures et bien sûr de ces frères Schlumpf que nous avons laissés au tout début de la constitution de leur collection. Collection qui a été constituée non pas en secret, mais on va dire discrètement pendant toutes les années 60 essentiellement. Or, à partir de 71, Raymond Courreau, on peut dire que la crise textile affecte de plein fouet l'empire des Schlumpf. C'est le début pour eux des problèmes. Il y a une première grande grève en 71-72. Exactement, c'est la première grande grève qui va toucher l'empire Schlumpf et qui va montrer aux deux frères que le temps du patriarcat, de tout cela est terminé et ils vont devoir faire face à des graves crises sociales. Oui, voilà. Agitation sociale, problème de trésorerie majeur. Il n'y a plus d'acquisition de nouvelles voitures ou très peu dans ces années-là. Il y a surtout la préparation du musée parce que leur rêve quand même c'est de l'ouvrir un jour ce musée. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont acheté, c'est un avion qui devrait être posé sur le toit du musée histoire de le signaler encore mieux. Alors il y a une équipe d'une vingtaine d'ouvriers qui travaillent en permanence dans ce musée de façon à ce que les belles dames de Bugatti et les autres soient présentées au public. Mais tout ça, ça se fait dans un relatif secret. On sait très bien qu'il y a une merveille à Mulhouse, on en a entendu parler, on voit par-ci par-là. Les collectionneurs du monde entier savent que là se trouve une des plus belles collections du monde, déjà à l'époque. Exactement. Mais effectivement, on n'y entre pas encore. Et puis en octobre 76, l'usine de Malmersbach, qui est l'usine principale des Schlumpf, licencie. Ça, c'est une grande surprise, évidemment, dans la région et partout. C'est le début d'un véritable bras de fer social. On n'en est plus au petit conflit, là. Et après avoir été séquestrés, Hans et Fritz Schlumpf se retirent à Bâle, en Suisse. Et en mars 77, chose assez incroyable, des syndicalistes de l'entreprise découvrent le contenu de l'entrepôt aux voitures, en quelque sorte. Alors là, ils viennent de mettre la clé dans la porte de la caverne d'Ali Baba, ils découvrent tout ça, et ils sont sidérés par le trésor inouï qu'ils ont sous les yeux, et ils vont occuper les lieux et créer une sorte de musée improvisé, en quelque sorte. Richard Keller. Oui, ils appelleront ça d'ailleurs musée des travailleurs durant 2 ans exactement, puisqu'à cette époque-là, la faillite Schlumpf ne touchait pas encore la collection, donc finalement on ne savait pas trop à qui elle appartenait. Et cette occupation a pris fin 2 ans après, lorsque le syndic a décidé d'étendre la faillite aux biens personnels, puisque les voitures étaient achetées sur les biens personnels des frères Schlumpf. Alors, les employés, de leur côté, réclament évidemment la vente de la collection pour financer tous les impayés, et notamment ce qui les concerne au premier chef. Le trésor de l'automobile, à ce moment-là, est en grand danger de dispersion, et c'est pour éviter cette catastrophe que le Conseil d'État fait classer la collection Schlumpf, et puis, dans la foulée, le ministère de la Justice va vendre l'ensemble de la collection en mars 81 à l'Association du Musée national de l'automobile, qui réunit un grand nombre d'instances publiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été vendu très cher, 44 millions de francs, alors que l'estimation moyenne est entre 300 et 400 millions de francs à peu près. Alors là, on est déjà dans l'histoire passion et l'histoire réelle, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs estimations qui ont été faites. Il ne faut pas oublier que le prix des voitures dans les années 50-60, c'est le prix de la ferraille plus quelque chose. Et il
il faut imaginer des Voilà, revues. c'est de la belle ferraille, Vous pouvez acheter Bugatti, des hein. Bugatti d'occasion dont personne ne voulait. Alors que ces prix-là, dans les années 80, ont complètement explosé et le marché est né à ce moment-là, ce qui fait que la valorisation de la collection, effectivement, est venue par après, mais au moment même de l'estimation, on aurait pu imaginer que ça coûtait plus cher puisqu'il y a eu une condamnation de l'État, puisqu'il était classé au titre de monuments historiques, et les Schlumpf ont touché quand même 20 millions de francs supplémentaires. Oui, c'est ça, il y a eu un rappel en quelque sorte. Il y a eu un petit rappel de frais. Oui. Voilà. Alors, qui compose cette fameuse association nationale qui va désormais diriger la collection ? Disons, il y a l'impulsion de Jean Panhard, qui est à cette époque-là un grand personnage du monde de l'automobile industriel, avec la marque Panhard et Levasseur, avec le comité des constructeurs automobiles, le mondial de l'auto. Donc ces gens-là sont aujourd'hui membres de l'association dite propriétaire du musée, avec surtout le concours des collectivités, la ville, le département, la région, qui se sont beaucoup impliqués, parce qu'ils voulaient absolument que ce joyau reste en Alsace. Il était question de délocalisé à Monaco et dans bien d'autres lieux. Et cet ensemble-là est toujours existant aujourd'hui et veille à la pérennité de la collection. Alors le musée a été officiellement ouvert en 1982. Il est devenu musée national en 1989 et depuis on l'a rebaptisé Cité de l'automobile, dont vous êtes donc aujourd'hui le conservateur. Exactement, oui, Cité de l'automobile dans la mesure où on a un nouveau partenaire qui est rentré dans le paysage, qui s'appelle Culture Espace, qui est chargé de tout ce qui est communication, marketing, etc. Sachant que notre mission est plus sur les collections, ce sont deux choses qui fonctionnent de façon différente et on estime que c'est notre souci quotidien, c'est l'avenir du musée. En fait, la collection elle est là, elle est superbe et il faut la faire vivre, et pour la faire vivre il faut être des partenaires très variés. Alors Raymond Courreau, est-ce que les frères Schlumpf la reverront leur collection après leur départ à Bâle ? On sait quand même que Fritz est venu la visiter en 1990, il est venu, 2 ans avant sa mort. Lui. Oui, c'était vraiment l'ultime adieu à la collection et ça a été un moment émouvant pour lui. Et ça a été surtout l'époque où beaucoup de gens ont commencé à se dire mais après tout, quels que soient les défauts des Schlumpf, peut-être que malgré tous les abus de biens sociaux, malgré tout cela, ils ont offert à Mulhouse un cadeau inestimable. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas de révisionnisme, mais on a tendance un petit peu à se dire que grâce aux Schlumpf, Mulhouse a un atout touristique absolument inégalé. Quand vous parlez d'abus, il faut remonter jusqu'où pour les trouver ? Dès le début de leur fortune ? Il y a eu quand même quelques histoires qui montraient que c'était un capitalisme marqué par le patriarcat, c'était extraordinaire, le paternalisme. Par exemple, après la guerre, quand les Schlumpf ont quelques problèmes parce que pendant l'occupation, ils étaient plutôt pro-nazis, ils vont quand même recevoir des lettres de soutien de la part de leurs ouvriers. Oui, il y a eu énormément de témoignages pour dire le contraire, quand même. Il y aura même quelque chose d'extraordinaire en 1955, une lettre du délégué syndical qui demande à Schlumpf de ne plus courir parce que sa présence pour l'entreprise est absolument indispensable et qu'ils ont peur qu'il se tue en course. Mais les achats d'automobiles ont été faits sur les fonds personnels des frères Schlumpf, notamment de Fritz Schlumpf. Absolument. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que tant qu'il y a eu de l'argent, personne n'a fait attention au fait que ces voitures étaient acquises sur les fonds personnels. Mais quand l'entreprise a commencé à battre de l'aile, on s'est dit plutôt que de se payer des belles dames, il ferait bien d'investir pour essayer de sauver l'emploi. C'est là tout le grand problème qui démarre dans les années 60. C'est le paradoxe et c'est toute la fièvre du collectionneur, ça peut-être. Oui, mais l'achat ne représente, si je puis me permettre, pas grand-chose par rapport à l'ensemble de l'investissement. Ah, mais c'est ça qu'il faut préciser alors. Oui, il ne faut pas oublier que lorsqu'on achète une voiture, elle peut être à l'état d'épave, donc vous allez investir énormément. En même temps, il faut remodifier l'usine. En même temps, il a acheté l'hôtel du parc. En même temps, il avait une vision globale qui fait que la part d'achat seule de la collection sur leurs biens propres, c'est peut-être 30% de l'ensemble. Là où le bas blesse, c'est que les salariés qui ont travaillé sur les collections, eux, étaient des salariés d'une des entreprises de ce fameux groupe Schlumpf. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que là, c'est là qu'on peut parler d'abus de biens sociaux, etc. Là, c'était pas très clair du tout. Visiblement, la justice a tranché, donc... Mais quand Dieu sait que je connais un certain nombre de collectionneurs et de grands collectionneurs passionnés, ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, feront toujours passer leur collection avant toute chose. J'ai presque envie de dire, même souvent avant leur propre famille. Et il y a quelque chose de particulier dans cette fièvre, dans cette collectionnite. Il y a quelque chose de particulier, mais à un moment donné, ça a dû faire très très mal. Je vais donner juste un seul exemple. Une voiture qui s'est vendue récemment à 36 millions d'euros. C'est encore plus rare que les Royales, puisqu'on n'a eu que 3 de fait, et il en reste, disons, vous pouvez nous dire en 2 mots ce que c'est C'est une Bugatti Atlantique. Et la seule et vraie historique était à vendre en 1976. Normalement, on ne comprend pas, Schlumpf aurait dû sauter sur cette occasion, et c'est finalement un collectionneur américain qui l'a acheté à cette époque-là. Donc vous voyez que les temps étaient probablement très très difficiles, ça a dû faire très mal
aux collectionneurs passionnés, parce que c'est toujours une passion. Oui, évidemment. En même temps, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, avec le temps et l'histoire étant ce qu'elle est, le temps passant, ce nom de Schlumpf restera de plus en plus associé à une sorte de sauvegarde, à ce rassemblement inespéré des plus beaux fleurons de l'histoire de l'automobile qu'il est possible de visiter ici à Mulhouse. Et alors vraiment, je lance un appel à nos auditeurs. Quand vous venez en Alsace, vous pouvez aimer le retable d'Issenheim, c'est mon cas, j'y vais à chaque fois. Mais franchement, réservez quelques heures pour la Cité de l'Automobile parce que ça vaut la peine. J'avais visité il y a quelques années la Cité du Train qui est tout à fait extraordinaire aussi. Tout ça, ce sont des fleurons qui sont non seulement les plus extraordinaires d'Alsace, mais, je n'ai pas peur des mots, parmi les plus extraordinaires du patrimoine français tout entier. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Voyons le principe du moteur à explosion. La soupape d'admission s'ouvre, le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprime en remontant le carburant, ensuite a lieu le troisième temps. Les soupapes étant fermées, le piston redescend. Les soupapes s'ouvrent. Le moteur à explosion, chanson plus bifluorée sur Europe 1, puisque nous sommes toujours en direct et en public de Mulhouse. Nous parlons aujourd'hui avec Franck de la Cité, la fameuse Cité de l'Automobile. Et nous en profitons pour essayer de comprendre aussi l'identité de cette région, de ce bassin de Mulhouse. On peut dire, Raymond Courreau, vous êtes journaliste à l'Alsace, chaque ville d'Alsace se répartit en quelque sorte, chacune a sa spécialité. À Mulhouse, le patrimoine industriel est particulièrement représenté. Tout simplement parce que Mulhouse a une tradition industrielle qui remonte au XVIIIe siècle. Et d'année en année, ce patrimoine s'est enrichi. Il y a eu d'abord le textile, mais à côté du textile, il y a eu aussi la mécanique. Une entreprise comme la SACM qui a donné Alstom ensuite est vraiment était quelque chose d'énorme. Et ce patrimoine a fait que Mulhouse est devenu le Manchester français, comme on l'appelait à une époque. Alors j'ai eu la chance ce matin de visiter cette cité de l'automobile dans des conditions tout à fait extraordinaires. Il faut que nous fassions rapidement cette visite, Richard Keller. On commence par ce que vous appelez l'espace aventure. En fait, ce sont les ancêtres. Ça, c'est tout à fait incroyable. Oui, l'espace aventure permet en fait, en classant les voitures par ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente, finalement. Quand vous dites la plus ancienne, au début, moi j'ai cru sincèrement que c'était des voitures hippomobiles. On dirait des calèches. On attend que les chevaux, en fait. C'est exactement ça. En fait, pendant très longtemps, finalement, les gens cherchaient déjà à supprimer le cheval. Mais pour supprimer le cheval, il faut bien le remplacer par quelque chose. Donc il y a eu des essais avec des moteurs à gaz, il y a eu des essais avec la vapeur, puisque le train à ce moment-là roulait déjà plus de 100 km/h. Et puis il fallait relativement longtemps pour essayer de domestiquer cette petite chose qu'on appelle moteur. Et on a mis ça sur tout ce qui pouvait avoir des roues, 2 roues, 3 roues, 4 roues. Voilà. Alors on voit petit à petit les voitures, j'allais dire prendre forme humaine, prendre forme voiture. Elles commencent à ressembler à ce que nous connaissons. Il y a un taxi de la Marne, il y a des choses comme ça. Bon. Et puis on avance. Il y a toute la période plus classique, bien entendu, on apprend à faire vraiment la différence entre un cabriolet, un coupé, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette collection va jusqu'assez loin, même jusqu'à nos jours, on peut le dire. Tout à fait, en fait, pour une voiture de collection, elle a normalement 30 ans, mais c'est vrai que la plus récente qu'on a, c'est une Bugatti Veyron, qui était, alors là, oui, puisque là, on est en plein dans l'histoire de là. la marque, puisque nous avons la chance d'avoir quand même plus de 120 Bugatti qui retrace l'histoire de la marque, donc ça aurait été dommage de se priver d'aller jusqu'à aujourd'hui. On va célébrer le cinquantenaire des 4L, on en parlait ce matin dans le journal de Bruce Toussaint du reste. Tout à fait, et à cette occasion-là d'ailleurs on a restauré une 4L tout à fait particulière puisqu'elle n'a que 2 portes, qui a été imaginée par l'ingénieur Bertin en 69 et qui a été présentée au salon en même temps que les petites voitures électriques déjà. Alors les 2 grands fleurons bâbord et tribord, c'est l'espace course. Et puis, on va venir après à l'autre. Les courses, déjà, ça c'est incroyable. On a l'impression d'être sur la ligne de départ aux 24 heures du Mans. On a des voitures, alors beaucoup de Bugatti pour le coup. Voilà, en fait c'est une façon de mettre en valeur la collection qui est quand même très lourde et extrêmement riche, tellement riche qu'il a fallu, en s'aidant, ça permet de mieux voir les choses. Donc Bugatti c'était le point fort de la collection Schlumpf, les voitures d'avant 14 c'était le 2e point fort. Et pour faire honneur à Bugatti, il fallait mettre en face les marques prestigieuses ou dans le domaine de la compétition. Alors comme le bleu c'était la couleur de la France, vous avez beaucoup de voitures bleues, mais il n'y a pas bleu que des France, Bugatti oui. Quand même. On a l'impression qu'elles ont un peu toutes été repeintes en bleu, les Bugatti quand même. De toute façon le bleu était un bleu de référence, mais sans du temps que ce des soit... Schlumpf, Bugatti bleu, Alfa Romeo rouge, enfin c'était quand même un peu... Ouais. C'était la règle dans les courses depuis 1907 quand même. Ah oui. Donc le bleu c'est la France, le gris c'est l'Allemagne, le rouge c'est l'Italie, le vert c'est l'Angleterre.
Voilà, donc c'était. Mais alors le Ce qu'il bleu, faut dire, c'est nuance. qu'une partie non négligeable de ces voitures ne sont pas seulement des objets exposés, elles fonctionnent réellement. Vous avez un atelier qui les entretient en permanence. Elles roulent, on leur fait même faire des essais. Et grâce à ces essais, on arrive à en savoir davantage sur l'histoire de l'automobile. Absolument. Vous avez assisté ce matin à un grand Mais moment oui, c'était historique. passionnant, oui. On a mis en route pour la première fois depuis 90 ans un prototype. Et on se sent à l'aise comme dans une royale. Ah oui. Sauf qu'à cette époque-là, en 21, il n'avait pas encore les moyens financiers de sortir quelque chose d'aussi lourd à fabriquer, puisque c'était la grande époque des Brescia, des voitures à 4 cylindres qui faisaient marcher l'entreprise. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Dans l'espace course, on a une voiture de course, une Power Levasseur de 1908, pareil, qu'on a remis en route pour son 100e anniversaire. Là, on se rend compte que la compétition, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Et puis, dernier espace, celui évidemment où se ruent les visiteurs, c'est normal, c'est l'espace que vous appelez chef-d'œuvre. Alors là, ce sont des pièces uniques au monde, des voitures qui, à elles seules, sont considérées comme des objets d'art, disons-le. Voilà, pour entourer dignement les royales, il fallait bien que Schlumpf trouve toutes les Rolls possibles et imaginables, Incroyable, Bentley, des Hispano Maybach, Suiza, Hispano perdre la Suiza, tête, enfin. voisins, etc. Ouais. Et surtout dans la période de l'entre-deux-guerres, avec des carrosseries qui sont encore des carrosseries faites sur mesure par des couturiers de l'époque. Et dire que ce soir, je vais retrouver ma petite Smart, ça va me faire tout Mais elle est drôle. tellement belle en même temps. Ça va être une autre histoire. C'est autre chose. Évidemment, cette cité attire énormément de touristes. Est-ce qu'il y a aussi des gens du cru qui viennent voir Raymond Courreau ? Est-ce qu'il y a des Alsaciens qui font des bien visites sûr. dans ce Alors, en musée ? général, quand ils ont de la famille qui vient d'autres régions de France, on va visiter le musée. Comme dans beaucoup de villes françaises, quand on habite une ville, on va pas forcément voir le musée, malheureusement. Il y a encore quelques Mulhousiens qui ignorent la collection. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. Mais en général, les Mulhousiens viennent, bien sûr. Alors, quand on a vu la cité automobile et la cité ferroviaire, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à Mulhouse ? Le musée de l'impression sur étoffe, qui est absolument oui. magnifique et qui raconte l'un des grands moments de l'industrie alsacienne. Il y a un musée historique qui raconte les coutumes aussi de Mulhouse. Il y a la cité de l'électricité aussi, Electropolis. Là, si vous vous passionnez pour les vieux sèche-cheveux, les vieilles radios, etc., ça mérite aussi le détour. Vous voyez, Mulhouse, on peut y venir pendant plusieurs jours et voir des musées. On risque l'overdose, mais elle est plus que sympathique. Et puis au-delà de Mulhouse, il y a toute cette Alsace merveilleuse, tellement riche, Absolument. dans laquelle on peut se promener. Vous avez beaucoup de touristes tous les ans. Est-ce que vous avez les chiffres, Jules ? Alors les chiffres, c'est plusieurs millions, alors avec notamment une locomotive au niveau touristique qui est le marché de Noël, que sont les marchés de Noël. Alors, Celui il y a de Strasbourg, Kaisersberg mais aussi, il y a surtout évidemment. Kaisersberg. Il y a Mulhouse qui a un Oui. marché de Noël qui Mais se oui. tient ici où est votre studio, qui est particulièrement agréable. Et il y a tout cela fait que l'Alsace est une région touristique 365 jours par an et où il ne fait pas toujours gris et froid, contrairement à ce qu'on raconte. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, très il fait bien. un petit peu gris, un petit peu froid, mais ça va vite passer. C'était pas la carte postale. Enfin, ça, c'est pas tout à fait ce que nous disait Laurent Cabrol, mais enfin, bon, c'est Enfin, bon. sur toute la France. Hein. Merci beaucoup Raymond Courreau, vous êtes journaliste à l'Alsace, vous avez dirigé un hors-série de l'Alsace qui s'appelle justement Bugatti, la rage de l'automobile, et puis vous êtes l'auteur d'un camp de la mort en France. C'est très passionnant aussi comme sujet, mais ça nous entraînerait très loin. Merci à Richard Keller de nous avoir accueillis, non seulement ici, mais bien sûr dans cette cité de l'automobile, et puis un grand merci à nos équipes ici et là-bas, à Brice Chalençon qui nous a guidés ce matin parmi tous ces trésors, et au chaleureux public de Mulhouse que vous pouvez entendre. Et qui vous faites un triomphe, Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous, bonjour Mulhouse. Alors effectivement, nous aussi, nous allons partir aujourd'hui avec les experts européens en voyage, ou partir à la Toussaint, ou partir pendant les vacances de Noël, à Mulhouse forcément, mais aussi ailleurs. Les experts européens vous disent tout. Et vous pouvez toujours nous poser vos questions au 39 21 ou sur europe1.fr. Vous les avez amenés avec vous dans vos bagages ? Les Mulhousiens, les Mulhousiennes. Non, les experts. Les experts. Ils sont là, ils Parce arrivent. que moi, je les vois pas encore. Ah, mais ils sont arrivent, là, et c'est ils qu'ils sont attendent discrets, timidement ils sont dans la cachés. coulisse. Voilà, bon, ben. Ils arrivent. Donc, on va leur céder la parole. Merci beaucoup à vous tous. Bonne visite en Alsace et à Mulhouse. Longue vie à la Cité de l'Automobile. Et puis, nous nous retrouvons, Julia, lundi, dans notre studio. Coluche, rue François 1er, sans lumière, sans public. Mais avec le corps chaud grâce au public avec mulhousien. nos auditeurs qui sont, entre nous soit dit, de plus en plus nombreux à nous écouter par podcast. C'est vrai. On a eu encore eu des chiffres qui font chaud au cœur la semaine On les dernière. salue. Alors je les salue et je les remercie du fond du cœur. Merci. Merci Franck Aladi et bon retour sur Europe 1.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2. Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation. Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique. Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire. Parole de l'ombre 2. En librairie pour 34,80 € seulement.